Voilà, c'était le fluide incompressible, l'exemple, et le champ de pression. Donc, par exemple, on avait utilisé l'eau, on avait montré qu'il y avait tous les 10 mètres, tous les 10 mètres, en profondeur, la pression qui a augmenté d'un bar. C'était ça? Et je pense que on a bien fait. Alors, on va voir d'autres exemples. Donc, l'application d'abord de la loi statique des fluides, je vous rappelle, on va montrer que dans un champ pesanteur, le gradient de la pression est égal à, alors, mu fois G. Mu étant la masse volumique locale, et G, donc le champ pesanteur. Donc, deuxième application, un théorème particulièrement ancien, le théorème d'Archimède. Et c'est partie de la culture générale. Quelqu'un peut-il m'énoncer ce théorème? De façon la plus exacte possible. Oui. Une force imagée dans un fluide, entièrement ou partiellement, est simulée à une résultante dirigée vers le haut, telle qu'on a après l'équation qui a également posé pour le volume imagé. Oui, donc le système, le solide, donc plongé dans un fluide, un mélange de fluides, plongé dans un fluide, il va subir une poussée, vous avez dit verticale, donc vers le haut, et d'intensité égale à. Donc ça revient à dire que l'intensité, c'est Le poids G pour le volume. Le poids du fluide déplacé. Le solide a pris la place du fluide, et c'est le poids de ce fluide qui est l'intensité de cette poussée d'Archimède verticale et vers le haut, en effet. Donc, on va démontrer, avant de réénoncer, on va considérer un corps solide quelconque et plonger dans un fluide, le fluide qui n'a pas besoin, il n'y a pas d'hypothèse de fluide homogène. Ça peut être un mélange de fluides, donc typiquement ça peut être de l'eau et de l'air, ça pourrait être plusieurs fluides différents. On va considérer un solide qui définit une frontière, une surface fermée S. Et ici un fluide, alors un ou des fluides, mais en tout cas un milieu fluide, avec éventuellement des masses volumiques différentes, U1, U2, U3, U4. À nouveau, on n'a pas besoin d'avoir un fluide homogène pour avoir une petite Archimède. Un champ de pesanteur, il y a un poids. Et en effet, de la part du fluide, ce solide subit une poussée, donc on a donné tout à l'heure l'énoncé, une force, on l'a appelée FA, force d'Archimède, poussée d'Archimède. FA, et la poussée d'Archimède. Et FA est égal à moins, alors G, elle est opposée au poids, verticale, mais vers le haut si le poids est vers le bas, multiplié par la masse ici. Alors c'est pas la masse du solide, ça n'a rien à voir, mais c'est la masse du fluide déplacé. Donc ça c'est le résultat. Maintenant, quelle est l'origine physique de cette poussée verticale et vers le haut? Ça, c'est la résultante. La résultante de forces élémentaires qui s'appliquent où et qui ont quelle expression?
Et bien cette poussée d'Archimède n'est que le résultat, n'est que la résultante des forces de pression exercées par le fluide sur le solide. FA est la résultante des forces de pression exercées par le fluide sur le solide. Autrement dit, FA est aussi le résultat de l'intégrale sur la surface S de chaque force de pression élémentaire. Si on découpe un élément de surface ds, donc orienté vers l'extérieur par un champ vecteur n, c'est donc la pression P fois n ds intégrée sur la surface contenue, et la force de pression est donc vers l'intérieur du solide, donc il faut mettre en signe rond. C'est simplement la somme des forces de pression, la résultante des forces de pression du fluide sur le corps solide. Et le résultat, et finalement la résultante est assez simple, puisque je peux s'énoncer de manière très simple. Alors comment démontrer ceci? Une démonstration. Eh bien, on remplace, l'idée de la démonstration, c'est de remplacer le solide par le fluide lui-même. Donc si on reprend le schéma, nous avons plusieurs couches de fluide, le solide est remplacé par le fluide. Donc on garde la surface S, et cette fois-ci, on met le fluide à l'intérieur. Le fluide ou les différents fluides, il y en a plusieurs. Et ce fluide, maintenant, est en équilibre. Et c'est essentiel pour la démonstration. Un équilibre mécanique. Quand vous remplacez le solide par le fluide, plutôt le solide quand il remplace le fluide, auparavant, le fluide devait rester en équilibre. Or, si on fait l'inventaire des forces sur le fluide qui est contenu dans S, on obtient bien sûr le poids qui s'écrit la masse du fluide dans S fois G et justement cette résultante des forces de pression moins intégrale sur S de P n ds. Pour chaque élément de surface, vous avez un élément de force dFp, comme tout à l'heure, le même. Et comme il y a équilibre du fluide, eh bien la résultante des forces est nulle, ce qui montre que la masse du fluide dans S fois G, plus la résultante, enfin, moins l'intégrale double sur la surface S de Pn ds égale 0. Et on en déduit donc que FA égale moins l'intégrale justement de cette résultante des forces de pression égale moins la masse du fluide dans S fois G. Donc l'opposé du poids du fluide déplacé. Il est nécessaire que le fluide reste en équilibre quand il n'y a pas de solide. Sinon, ça ne s'applique pas.
pour rappeler justement que dans un fluide, donc au repos, par exemple dans l'eau, la pression augmente quand vous descendez. Elle augmente avec la profondeur. Donc, qualitativement, la pression est plus forte en dessous de l'objet qu'au-dessus. Ce qui explique que, globalement, les forces de pression vont avoir pour résultante une force verticale ascendante. Parce que l'objet va subir une pression plus forte en dessous de lui qu'au-dessus. Donc, la résultante est dirigée vers le haut. Autre application, cette fois-ci dans un... Ah oui, ici le fluide est vraiment quelconque. Hein. J'ai même pris plusieurs exemples, plusieurs couches de fluide, que ce soit des gaz ou des liquides, peu importe. Qu'ils soient compressibles ou pas, peu importe. À partir du moment où ils sont au repos et en équilibre, on peut appliquer ce théorème. Ça explique aussi, cette condition d'équilibre explique aussi certaines tentatives ou certaines idées de mouvement perpétuel. Vous savez que pendant quelques siècles, jusqu'au XVIIIe précisément, les gens inventaient, imaginaient des machines, c'est ça à l'époque, qui pouvaient fonctionner, qui pouvaient tourner ou se mouvoir, ou se déplacer, ou bouger de façon indéfinie. Ce qu'on appelait le mouvement perpétuel. Les gens cherchaient à créer un système qui, sans rien changer à l'énergie, pouvait continuellement être en mouvement. Et, par exemple, une idée était la suivante. On se sert de la poussée d'Archimède, on prend un récipient, donc rempli d'eau, partiellement en tout cas, et on met une roue, on place une roue pleine, par exemple, et cette roue ferme une partie du récipient, avec un axe de rotation, par exemple, pas besoin d'être centré, et on met de l'eau. On met de l'eau, par exemple, jusque-là. Voilà. Et les gens imaginaient que cette roue, ce cylindre, donc c'est un cylindre, pouvait tourner tout le temps. Pourquoi ? En disant, ben voilà, il y a la poussée d'Archimède. Oui. Donc là, on a un axe de rotation, et si on considère le fluide déplacé qui est là, en orange, il y a une poussée d'Archimède qui est l'opposé du poids du fluide déplacé. Et cette force a un moment par rapport à l'axe de rotation. Donc, la poussée d'Archimède devrait faire tourner le cylindre. Et comme en tournant le cylindre ne change rien, la poussée d'Archimède existe toujours, le cylindre tourne indéfiniment. Qu'est-ce qui ne va pas? Évidemment, ça ne marche pas. On peut voir déjà que ça ne marche pas en oubliant la poussée d'Archimède et en cherchant la résultante des forces de pression. Si vous prenez un arc ici, la force de pression, dFP, comme elle est normale à la surface, vous voyez que la force de pression, elle a une droite d'action qui passe par le centre. Donc son moment est nul. Et comme c'est vrai pour toutes les forces de pression, il y a bien un moment nul des forces de pression. Donc le cylindre ne peut pas tourner. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec la poussée d'Archimède? C'est que si j'enlève le solide et je remplace par du fluide, le fluide n'est pas au repos. Si vous enlevez ça et vous mettez du fluide, le fluide coule. Donc le théorème d'Archimède ne tient pas. Il ne tient que parce que quand vous remplacez le solide par le fluide reste au repos. Là, ce n'est pas le cas. Donc ça ne s'applique pas comme ça. Bon, ça ne peut pas tourner, bien sûr. Troisième exemple, l'atmosphère isotherme. On va se placer dans le cadre d'une atmosphère statique toujours, mais avec un fluide compressible qui est l'air. Ici, c'est le modèle de l'atmosphère isotherme. Donc cette fois-ci, on va se placer
on part vers la profondeur vers l'altitude en prenant un axe Z dirigé vers le haut, une origine au niveau du sol, un champ de pesanteur uniforme et constant G, dirigé vers le bas. Donc le vecteur G s'écrit moins petit g EZ, UZ. Le vecteur UZ dirigé vers le haut. Et donc, ici, une pression P de Z et une masse volumique U de Z, qui est la masse volumique de l'atmosphère à l'altitude Z. Le modèle qu'on va utiliser pour le fluide, c'est le modèle du gaz parfait. Donc on écrit en général initialement PV égale NRP, donc on va exprimer en fonction des grandeurs intensives. En effet, si la pression fois le volume est la quantité fois R fois la température en Kelvin, on pourrait aussi l'écrire en fonction de mu, en faisant apparaître d'abord la masse volumique, mu RT. Mu c'est la masse par unité de volume. Et comme j'ai utilisé la masse, il faut que je divise par la masse molaire en thème. En thème et la masse molaire. Molaire, par exemple, même si c'est un mélange, on peut faire un mélange. La masse molaire de l'air avec les 4 cinquièmes de l'azote et 1 cinquième d'oxygène, on tombe sur une masse molaire de l'ordre de 29 grammes par mol. Voilà, si on a besoin d'une valeur numérique. Bon, alors, ça c'est le modèle du gaz parfait. Et dans notre modèle d'atmosphère, comme son nom l'indique, on va considérer qu'elle est isotherme, quitte après à critiquer un peu ce modèle. Donc, ici, hypothèse. T uniforme, constant, quel que soit Z. Alors vous me direz, mais on sait bien que quand on s'élève, la température chute, et des fois des gradients de température qui changent au fur et à mesure qu'on monte, mais on va voir déjà dans un premier modèle simple ce qui se passe au point de vue de la pression et de la masse volumique, qui après à corriger un peu ce modèle et à le compléter un peu. Donc T est uniforme et est considéré comme une constante. Donc le but maintenant c'est de chercher pour une latitude Z la pression et la masse volumique. Alors on va poser l'équation de la statique des fluides et chercher à la résoudre dans le cas qu'on a donné. Donc l'équation locale. Donc gradient de P égale UG. Comme on l'avait fait avant les vacances, on va la projeter sur d'abord l'axe Z, qui va être plus important, et on peut compléter l'espace avec un axe X et Y, mais comme G est purement vertical ici, on va obtenir un gradient nul sur X et sur Z, X et sur Y, et donc on va éliminer rapidement les variables Y et X. Donc d'où sur UX, UY, UZ, eh bien, d'une part, on trouvera d rond P sur d rond X égale 0, d'autre part, d rond P sur d rond Y égale 0, ce qui va tout de suite nous amener à une pression ne dépendant que de Z. Enfin, l'équation qui va être importante, c'est celle sur Z, donc gradient de P, c'est d rond P sur d rond Z, égale, alors il faut projeter correctement, attention, donc G, le vecteur G, c'est moins G UZ, donc c'est mu fois G, avec un signe moins mu G. Ou encore, dP sur dZ égale moins mu G. Dans le cas du fluide incompressible, mu était une constante, et on pouvait intégrer directement. Maintenant, mu n'est pas une constante, mais P et mu sont liés par la relation de l'équation des gaz parfaits.
Donc il faut choisir, soit on garde P, soit on garde mu. On va garder P dans un premier temps, on verra mu après. Voilà. On peut vérifier le signe, bien sûr en projetant, mais aussi on sait que la pression, de toute façon, doit diminuer quand vous montez, quoi qu'il arrive, quel que soit le fluide, une fois qu'il est statique, la pression diminue lorsque vous montez, donc Z est bien dirigé vers le haut ici, et donc on a bien une dérivée négative. Donc on remplace mu par Pm sur Rt, donc ici, l'équation devient dP sur dZ égale moins, alors, mg sur Rt fois T, en remplaçant mu par son expression. C'est Pm sur Rt. Et je vais concentrer, on va dire, toutes les constantes en masse molaire, G, R et T, ici dans la constante mg sur Rt. Donc voilà l'équation obtenue pour l'atmosphère isotherme. On peut encore l'écrire si on veut. Juste on tape dP sur dz plus mg sur Rt, P égale 0, et du bon, les solutions P de Z, on va pas trop de temps à la résoudre, on connaît f' plus une constante fois f égale 0. Et la solution, les solutions pour le moment, c'est P de 0, la constante d'intégration fois exponentielle moins mgz sur R. Voilà le profil de la pression en fonction de l'altitude. Pression au sol, donc au voisinage de la pression est de 1 bar en atmosphère. Ensuite, c'est une décroissance de 0. Une décroissance qui est admise comme tangente une constante h, où on pose h égale justement pour faire apparaître une hauteur, une longueur dans l'exponentielle, donc Rt sur mj. Et donc, dans ce cas-là, P de 0, c'est P de 0 exponentielle moins z sur h. La hauteur caractéristique de l'atmosphère. Celle pour laquelle la pression est divisée par petit e, donc 2,7, presque 3. Alors on peut chercher à voir si ce modèle est réaliste. Et la valeur numérique que l'on peut déduire question numérique. Alors dans le cas de l'air, donc G est l'ordre de 9,8 mètres par seconde carré. Qu'est-ce qu'il nous faut? R, la constante des gaz parfaits, la masse molaire, on l'a déjà, et la température. Alors il faut choisir une température. On a pris une uniforme, bon, on va prendre. Je vous laisse même choisir la température. Quelque chose de raisonnable au sol. Si on prend le 73, ça fait 0 degrés Celsius. Sachant que la température négative en Celsius, 280, allez, 73 Kelvin, 0 Celsius. Alors, calculer H, puisque c'est la grandeur, la seule grandeur dont dépend le profil de pression. Donc H vaut, on a dit, RT sur mg. C'est homogène à une hauteur, ça? C'est correct, ça, comme dimension? RT, c'est quoi globalement, RT?
c'est une énergie molaire. Comme PV sur M, c'est une énergie molaire. Donc en joule par mol. Et Mg, attention, il y a un piège. Mg, c'est un poids molaire aussi. Puisque M, c'est des masses molaires. Il y a le mol moins 1 qui disparaît. Donc, une énergie molaire sur un poids molaire. Donc ça fait une énergie sur un poids, donc une énergie sur une force. Comme l'énergie c'est un travail, c'est une force multipliée par une longueur, ça convient, ça reste bien une longueur. Sinon vous consommez en unité, le joule par mol, donc c'est bien une longueur. Et quelqu'un a une valeur à nous donner pour R c'est 8, 314 par Kelvin par mol. Tout le monde connaît, R en de gaz parfait. Donc H égale 8 mètres à peu près. 8 mètres. Ah, c'est trop petit. Alors, 8 mètres, ça voudrait dire que au bout de 8 mètres, la pression est divisée par presque 3. Donc là, à cet étage-là, il faudrait non pas des masques contre les virus, mais des masques à oxygène. On aurait une pression trop faible. C'est un peu peu, 8 mètres. C'est 8 km en fait. Ah oui, le kilomètre, ça me convient mieux. Donc de l'ordre de 8 km. Attention, il y a un... Voilà, là c'est des grammes. Hein. C'est peut-être ça qui est... C'est le kilogramme qui est l'unité SI. C'est l'exception. Il n'y a pas de multiple. Donc 8 km, d'accord. Donc là, c'est raisonnable. Hein, le sommet de l'Everest, c'est quoi l'altitude de l'Everest? 1800 mètres, on est un peu au-delà de H, et la pression est à peu près le tiers, donc ça correspond assez bien. Alors, un commentaire quand même sur cette loi. Elle est extrêmement critiquable, parce qu'on sait bien que l'atmosphère n'est pas isotherme, l'atmosphère réelle n'est pas isotherme. Sur quelques mètres, d'accord, mais sur quelques kilomètres, elle n'est pas isotherme. Et pourtant, la loi qui nous donne cette pression est une assez bonne approximation de la pression atmosphérique. Donc, je vous montrerai une courbe, je vous mettrai dans la Dropbox un diaporama sur la statique des fluides, et on a une courbe qui compare l'échelle internationale de pression, celle qui est utilisée, à l'échelle qu'on trouve avec le modèle isotherme. Même si elle est critiquable dans son aspect mathématique, et sur l'hypothèse sur tout T uniforme, il s'avère que la pression calculée est une assez bonne approximation. Je crois qu'à 12 km, on a un écart de 15% entre la pression et la pression calculée par ce modèle-là. Donc P représente assez correctement. C'est presque une surprise, le modèle étant tellement simple, assez correctement. La pression réelle, à quelques pourcents près. Quelques pourcents d'erreur. Autre remarque, dans la loi qui donne la pression C de 0 exponentielle moins un quotient. Dans ce quotient, on peut donner un sens physique au numérateur et au dénominateur. Surtout d'abord, peut-être, ce qui est le plus flagrant, le numérateur, MGZ. Ça doit peut-être rappeler quelque chose, MGZ. C'est l'énergie potentielle de pesanteur d'une masse. Alors, M, c'est une masse molaire, donc ce serait l'énergie potentielle d'une mole du gaz à latitude Z dans un champ de pesanteur uniforme. Or, pour l'instant, on a choisi toujours G uniforme. Donc, en effet, c'est l'énergie potentielle molaire du gaz. Et ici, donc au numérateur, je vais mettre EP, EPM, qui est une énergie potentielle molaire.
Et le dénominateur, donc c'est RT. Mais R n'est que la constante de Boltzmann multipliée par le nombre d'Avogadro. Donc derrière RT, il y a KBT. Si KB est la constante de Boltzmann. Et ça rappelle quoi? KBT. C'est une énergie d'agitation. On avait dit, rappelez, on avait une température T dans un gaz, les molécules ont une énergie cinétique de 3,5 de KBT. C'est ce KBT là, mais simplement donné pour une mole. On travaille pour une mole à chaque fois au numérateur et au dénominateur. Donc ça c'est Na KBT. C'est ce qu'on appelle le facteur de Boltzmann. Et cette exponentielle traduit la probabilité qu'une molécule soit à latitude Z, donc elle ait une énergie potentielle EP lorsqu'elle est à la température T. C'est une probabilité. Quelque sorte, une pression exponentielle moins EP sur RT. Alors si je mets une constante A qui permet à ce que ce soit une vraie densité de probabilité, une vraie probabilité, c'est un facteur dimensionnel, donc un facteur qui permet d'avoir une probabilité égale à 1. Tel que l'intégrale sur toutes les hauteurs delta moins pp sur rt dz égale 1. Et dans ce cas-là, ceci est une probabilité qu'une molécule de température T dans un milieu de température T donc et l'énergie potentielle alors qu'une mole, on a travaillé pour qu'une mole de molécule de T et l'énergie potentielle égale donc mgz. On retrouve un facteur de proportionnalité. On a c'est un facteur de normalisation. Mais la pression, finalement, ne fait qu'apparaître la probabilité qu'une particule soit à latitude Z. Et cette probabilité diminue exponentiellement avec l'altitude. C'est pour ça que la densité diminue. Alors, j'ai parlé de pression ici, on établit la pression, on n'a pas parlé de masse volumique, mais on a encore la relation là. De même pour la masse volumique. La mu de Z, on a vu que c'était égal ici à la pression sur RT, donc P sur RT, donc c'est aussi égal à MP de 0 sur RT exponentielle moins Z sur H. Et donc le mu de Z, sous la même loi, c'est mu de 0 exponentielle moins Z sur H. La masse volumique décroît aussi en fonction de l'altitude selon cette loi exponentielle. Remarquez aussi que souvent, on peut le justifier maintenant. Je parlais de la pression là, à l'étage où on est, par rapport à la pression au sol dehors. Est-ce qu'il y a une grande différence ou pas? En général, quand on est dans un milieu gazeux, dans l'atmosphère, on néglige l'influence de l'altitude sur la pression. Si on a un récipient, on dit, ben voilà, on a un récipient plein d'eau, on cherche la pression dans le récipient, et on considère que tout autour, dans l'air, la pression est uniforme. Elle vaut P0. Est-ce qu'on a raison ou pas? En général, les dimensions raisonnables autour de nous sont de l'ordre du mètre. Quelques dizaines de centimètres, quelques mètres au plus. Bon, si vous montez quelques étages, quelques dizaines de mètres.
quelques dizaines de mètres par rapport aux 8 km de h, vous voyez que l'exponentielle reste quand même très proche de 1. Donc, en effet, la pression, ceci, je remarque, pour Z de l'ordre de quelques dizaines de mètres, exponentielle moins Z sur H, relativement proche de 1. Donc c'est 1 moins Z sur H. C'est aussi numériquement. Pour comparer ça aux 8 km, où là, évidemment, il faudrait tenir compte de la chute de pression, mais sur quelques dizaines de mètres, c'est une très bonne approximation de considérer que la pression de colline est constante. Même si c'est mesurable, hein, ces faibles variations de pression sont mesurables. Donc voilà pour les fluides statiques qui ne sont pas en écoulement. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse quand même, c'est que les fluides soient en mouvement, qui s'écoulent, qu'il y ait des champs de vitesse. Mais pour cela, il va falloir décrire d'autres forces qui s'exercent sur ce fluide. Eh bien, un fluide, par définition, lorsqu'il est au repos, ne subit que des forces normales à ses surfaces. Lorsqu'il est en mouvement, il peut subir des forces tangentielles. On considère une particule de fluide. Il va falloir décrire maintenant un modèle, le modèle le plus important, de forces tangentielles, en fluide en écoulement. Et ces forces sont l'analogue pour les fluides des forces de frottement qu'on utilise, que vous utilisez déjà pour les solides, donc un mouvement d'un solide sur un autre. Vous avez des lois de Coulomb, par exemple, qui donnent les forces de frottement d'un solide en contact avec un autre. Eh bien, on va traiter le cas de particules de fluide qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres et qui vont exercer des forces, l'équivalent des forces de frottement entre ces particules-là. Ces forces de frottement, on les appelle des forces de viscosité. On va traiter les fluides visqueux en écoulement et décrire mathématiquement la forme de ces forces de frottement, donc maintenant on va dire viscosité, une particule sur une. Donc le deuxième paragraphe de ce chapitre actions de contact, ce sont toujours des actions qui ont lieu entre les surfaces des particules en contact, donc proportionnelles aussi aux surfaces où les particules se touchent. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas, on va ajouter aux forces de pression une force tangentielle. Donc on va parler, on va juste commencer, on va placer le titre. C'est le grand 2, donc grand 1 c'était la pression, et maintenant on va parler de la viscosité et des forces de viscosité. La viscosité. Donc, par l'intermédiaire, les forces de viscosité, petit 1, les forces de viscosité. On va se placer dans un cas d'écoulement à la fois assez simple pour que la structure mathématique des différents vecteurs force soit assez simple, mais quand même pas trop simple non plus pour qu'il y ait un intérêt et qu'on puisse généraliser ce que l'on va faire maintenant. Donc on va considérer un écoulement qu'on appelle un écoulement parallèle. Parallèle, donc toutes les lignes de courant seront des droites parallèles entre elles, et ici horizontales, elles vont suivre l'axe X. Et la variable Y, c'est la variable donc ici verticale, on peut compléter, on doit compléter par un axe Z qui vient vers nous. Définir complètement un système cartésien. Donc un écoulement parallèle selon OX. Et le champ de vitesse V, que l'on va choisir ici, c'est un cas très particulier. Donc, on va s'écrire V indice X, UX. Mais je vais laisser
que le champ de vitesse dépende du paramètre y. Donc on n'a pas un champ uniforme. Je vais faire l'hypothèse ici que ce champ de vitesse dépend de y. Autrement dit, on a un point donné, donc j'ai bien une vitesse horizontale, par exemple ici V, cette valeur-là de y, donc si j'ai G de y, mais quand y est modifié, eh bien, le champ de vitesse est modifié lui aussi. Par exemple, il peut augmenter en fonction de y. V dépend de y. Sur le schéma, par exemple, c'est une fonction croissante. Le fluide se déplace vers la droite, Vx est positif, et avec une vitesse croissante au fur et à mesure que je monte. Je choisis ce champ de vitesse-là. L'intérêt, c'est d'avoir des particules de fluide qui sont en contact, mais qui n'ont pas tout à fait la même vitesse. C'est ça le plus important. Je prends une particule de fluide ici, une autre particule de fluide au-dessus, qui peut coïncider à un instant donné avec la particule de fluide en dessous, mais les deux vont glisser l'une sur l'autre. Même si elles sont en contact à un instant t, à l'instant suivant, l'une va progresser plus vite que l'autre, et donc elles vont se séparer. Elles vont glisser l'une sur l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce champ de vitesse? Il vérifie une hypothèse que je n'ai pas dite, que je n'ai pas exprimée. Il y a une autre propriété, c'est un champ de vitesse, un champ de courant stationnaire. Il ne dépend pas du temps. Explicitement, le temps a disparu. Ça ne dépend que de y. C'est aussi un champ de vitesse stationnaire. On peut rajouter. Donc il y a un mouvement parallèle selon x. Il ne dépend que de y et qui est stationnaire. Donc le point important, c'est qu'on va décrire une particule de fluide qui glisse sur une autre. On prend des couches de fluide horizontales. La couche supérieure va toujours se déplacer un peu plus vite que la couche inférieure. Et ceci va entraîner justement entre ces deux couches l'existence de forces de frottement. Voilà, donc on continuera mercredi. Donc demain matin, TP physique, sur l'analyse numérique. Voilà, donc vous avez tous pris votre autorisation de venir en cours. Vous avez encore des énoncés de DM. Déjà. Ah, il y a des DM, c'est pas écrit. Maxence. Attends. Il y a des DM. Dans la continue. Ah, c'est bon. Le proviseur qui ramène les grosses.